Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan de lecture du mois de novembre et vous allez voir ça a été un très gros mois de lecture puisque j'ai lu 20 livres, enfin dans les 20 livres il y a quand même 2 DNF donc on va plutôt dire j'ai lu 18 livres. Et j'ai fait beaucoup d'audio, il y a eu beaucoup de romances donc vous allez voir ça va être vraiment un gros vlog, Je suis en train de tourner un vlog, du coup je suis complètement perturbée. Ça va être une grosse vidéo avec une partie, une bonne moitié romance et une bonne moitié fantasy. Et je vais essayer de faire toutes les romances d'un coup et ensuite toutes les fantasy et classiques. Comme ça, si vous n'êtes pas trop romance, vous pouvez sauter cette section. Donc en termes de bilan, un peu stats. Donc j'ai lu en tout et pour tout 11 romances. 2 classiques et 6 fantasy, mais en fait c'est plutôt 12 romances, 2 classiques et 6 fantasy. Et par rapport à la palle que j'avais constituée, donc pour rappel, dans les mots du mois de novembre, il y avait Forêt, dans lequel j'avais mis pas mal de fantasy et j'avais mis 2 illustrés, j'en ai lu qu'un sur les deux, des illustrés. J'essaierai de vous mettre des petites captures ou quelque chose pour que ça soit plus parlant visuellement. Il y avait Fantôme, où là j'avais 2 classiques et 2 fantasy, mais 2 en anglais. Je pense que c'est peut-être un peu ça qui m'a bloqué. Et Vengeance, où là il y avait pour le coup 4 fantasy et j'en ai lu 2. Donc en tout j'ai lu 7 livres sur les 17 que je m'étais sélectionnés. Ça peut paraître peu, sur la totalité des 17 je veux dire j'aurais pu faire un peu plus parce que j'ai pris beaucoup de romances qui n'étaient pas du coup dans les listes. Mais voilà, ça m'a permis aussi de me rendre compte que j'aime de plus en plus lire de la romance, c'est vraiment un genre que j'affectionne, et que du coup si je me prévois des pales où il y en a pas, potentiellement j'ai quand même le sentiment que je vais pas lire toute ma palle. Donc ça c'est un truc que j'ai gardé en tête pour décembre, pour quand j'ai constitué ma palle, pour que voilà, il y a plus un mix entre les deux. Trêve de blabla, et allons-y. Et on va y arriver, on va rien lâcher. Du coup, on va commencer par les romances, par la partie romance. Donc du coup, comme je vous expliquais, il y en avait 12. Je vais quand même vous parler de celles que j'ai DNF. Et ensuite, je vous parlerai de celles que j'ai fait en audio, parce que je les ai pas en physique, mais voilà, c'est plus pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Et en général, franchement, ce mois-ci, ça a été un très bon mois au niveau de la romance. J'ai vraiment eu très peu de grosses déceptions, hormis le DNF, et je vous raconte ça tout de suite. Le livre du coup que j'ai DNF ce mois-ci, c'est Le meilleur rôle de ma vie de Cynthia Kafka, qui est donc une romance de Noël, et le sous-titre c'était « Ou comment j'ai passé Noël à Hollywood ». Bon, je vous dirais que c'est pas vraiment une grosse surprise, parce que déjà le pitch de départ me tentait pas de dingue, mais comme il était en audio sur Nextory, je m'étais dit bon allez, allons-y, une petite romance de Noël, tu laisse-toi porter, tu verras bien. Dans le pitch, on suivait du coup une jeune actrice qui était un petit peu en galère, et qui se voit se proposer un rôle par son agent qui est un peu particulier, où en fait elle va devoir être plus ou moins la doublure d'une nana qui vit à Los Angeles, donc elle se dit bon quand même, excusez-moi petite pause, je bois parce que je suis en train de m'étouffer et de mourir. Et donc la nana se dit bon c'est quand même trop cool, c'est trop bien payé, en plus voyage tout frais payé à Los Angeles, bon vas-y je prends, il me semble que c'est une française. Et donc elle doit aller en fait à Los Angeles, vivre tout à fait normalement et tranquillement la vie de cette actrice-là, parce que cette actrice-là est dans un autre pays, je crois que c'est au Japon, je sais plus trop quoi, pour passer du temps de qualité avec son mari, d'après ce que j'ai compris. Mais comme elle a pas envie qu'on la suive partout, elle veut qu'on croie en gros qu'elle est toujours à Los Angeles. Ouais, je vous avais prévenu, le résumé est déjà un peu what the fuck. Et donc si vous voulez déjà, le fait que c'était un Noël qui allait se passer à Los Angeles, j'étais pas ultra emballée parce que moi c'est vrai que pour Noël j'ai vraiment besoin de l'ambiance de les flocons, les sapins, la neige, machin. Donc je m'étais dit bof. Et en même temps, The Holiday qui est une de mes romances rom-com préférées du coup, où il y a toute une partie en fait qui est à Los Angeles avec Kate Winslet. Donc je m'étais dit bon, potentiellement ça le fait. Donc bref, je me suis lancée dans cette histoire-là, et en fait, si vous voulez, le problème de ce livre, c'est que c'est devenu, mais complètement what the fuck, de minute en minute. C'est-à-dire que, je suis désolée, alors si vous voulez pas être spoilé, sautez ce morceau, mais je vais quand même être obligée de vous le dire, parce que vraiment, ça m'a tellement énervée. Mais, donc, elle arrive là-bas. Déjà, elle est pas vraiment qualifiée pour faire ça, parce que la nénette, elle la connaît pas du tout. Du coup, j'étais là, bon bah super, mais enfin, t'aurais pu faire un peu des recherches, t'aurais pu un peu te renseigner et tout, enfin quand même, on te paye un gros contrat pour que tu fasses ça, c'est quand même un peu abusé. Et je l'ai trouvée un peu nulle quoi, enfin un peu nulle et un peu nunuche, enfin c'est-à-dire qu'elle arrive, c'est genre on vient la chercher, non mais je vous gérerai votre emploi du temps, je vous dirai quoi faire, ok mais où, quand, quoi, comment, enfin elle est pas très débrouillarde quoi, elle est un petit peu empotée quoi. Elle arrive dans la villa, bon bah forcément elle se fait calculer en 2 secondes que c'est pas la vraie nana, donc par le personnel et tout, et elle va croiser un type
et son chien, qui est en fait le beau-fils de l'actrice, parce que d'un premier mariage, d'après ce que j'ai compris. Et ce type-là a promis à sa petite sœur de lui faire passer un super Noël et tout, parce que pour eux, Noël est vraiment teinté de deuil, etc. Et décide de partir en road trip avec donc sa petite sœur et sa grand-mère, pour voilà, faire passer un bon moment à sa petite sœur et tout. Donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Mais en fait, elles se retrouvent embrigadées dans leur road trip, parce qu'il y a un mec qui essaye de la tuer, machin, et en fait, peut-être qu'en fait, non, mais on s'est trompé parce que le mec, c'était le garde du corps, mais en même temps, il est possible que l'actrice, elle soit impliquée dans un réseau de drogue et tout. J'ai fait, mais... What? Enfin, moi, désolée, hein, mais vraiment, je lis pas des romances de Noël pour lire un mauvais Narcos, en fait, donc j'étais vraiment là, mais... mais délire, enfin, vraiment délire. Et en fait, au bout d'un moment, si vous voulez... Ça m'a sorti de l'histoire. En fait, on peut lire des histoires complètement what the fuck, et pourquoi pas et tout, mais moi je sais pas. Peut-être que je suis un peu stupide, ou peut-être que je suis un peu bornée, enfin je sais pas trop vous l'expliquer, mais quand tu me vends une romance de Noël, là pour moi c'était trop éloigné en fait du genre. Enfin, tant mieux, c'est bien qu'il y ait des auteurs qui prennent des risques et qui s'éclatent à écrire des histoires un peu différentes, mais moi là j'étais là, ça m'a sorti de l'histoire, mais complètement. Et en fait, limite, eux deux, bon évidemment c'est un genre de enemies to lovers, que lui, comme elle ressemble à sa belle-mère, machin, et il comprend pas trop ce qu'elle fout là et tout, direct, il peut pas la blairer. Je suis genre, bon, ok, très bien. Mais voilà, enfin c'était... elle, c'est une mauvaise actrice, eux, leur histoire familiale, c'est complètement le bazar. Cette histoire de fond chelou de... Ah, on est arrivé, il a commencé à dire le mot trafiquant de drogue, j'ai fait ok, stop. C'est pas pour moi, ça va pas du tout le faire, donc let's go. Franchement, je sais que je suis un petit peu acide sur cette review, mais j'essaye en fait aussi d'être un peu plus honnête avec vous par rapport aux choses que j'aime pas, parce qu'en fait je veux pas heurter la sensibilité de l'auteur et aussi des gens qui ont pu adorer ce livre, donc c'est vrai que de temps en temps, je suis beaucoup plus mesurée dans mes propos parce que je veux pas que les gens se sentent mal à l'aise ou se sentent meurtris par mon avis, ce serait quand même un peu dommage. Mais en même temps, je me dis, c'est important aussi pour vous que je vous fasse des retours qui sont sincères, et là vraiment, ça m'arrive pas très souvent d'avoir des livres que je... Pas désolée de dire ça, mais que je déteste, mais là vraiment, enfin... J'arrêtais pas de me dire, non mais laisse une chance, t'es peut-être pas dans le bon mood, attends encore un peu et tout, mais là... le truc trafiquant de drogue, ça m'a tué quoi, bah non en fait. Donc voilà, donc moi pour moi lui, je suis vraiment pas la cible, je suis pas du tout le bon public et ça s'est pas bien passé. Donc voilà, mais hormis ça, le reste de mes lectures de romans se sont quand même plutôt bien passées puisque j'ai fait la connaissance en audio d'une très très charmante fratrie avec la série Bodyguards de Laura S. Wilde. Donc du coup, maintenant je prends mon reading journal avec moi, ça me permet de vous raconter les histoires un petit peu plus concrètement et surtout je note les noms des personnages parce que comme vous savez, je n'ai absolument aucune mémoire. Donc voilà, donc du coup dans Bodyguards, on va suivre une fratrie où ils sont tous bodyguards, donc sympathique. Ils vivent en fait dans un manoir plus ou moins tous ensemble, c'est des jeunes hommes voilà, qui sont envoyés en mission pour protéger, il y en a un qui est plus spécialisé dans les actrices, il y en a un qui plutôt reste à l'école des bodyguards et s'occupe de faire d'enseigner quoi, etc., etc., etc. Et donc à chaque tome, on va suivre un bodyguard différent qui fait partie de cette fratrie-là. Et son histoire d'amour, bien évidemment. Et franchement, j'ai trop kiffé. Je pensais que le côté bodyguard, ça allait faire un truc un peu cliché, désolé de dire ça, mais un peu naze. Et en fait, c'était tellement bien. Enfin, vraiment, Laura S. Wilde, ça m'a donné envie de lire, mais trop de trucs d'elle, parce que j'ai trouvé qu'elle écrivait trop bien. C'est hyper fluide. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi la tension qu'elle crée. J'ai bien aimé les histoires qui étaient assez originales. Après, sur les 4, il y en a 2 que j'ai vraiment beaucoup aimé, il y en a 2 que j'ai bien aimé, un petit peu moins, parce que j'étais peut-être un peu moins convaincue par les histoires, parce que à chaque fois, c'est vraiment sur les 3 premiers en tout cas, c'est vraiment une histoire de le bodyguard et la nana qu'il est censé protéger. Donc dans le 1, on suit Lennon et Dovey. Donc Lennon, il veut plus normalement faire de mission, mais son père lui demande une faveur, donc il dit bon ok, pas de souci. Et il va protéger une jeune fille qui est au MIT, qui est un génie, et qui en fait reçoit des menaces de mort. J'ai trop aimé. Enfin, j'ai trouvé que ce tome, il était ouf. Franchement, je peux pas vous dire, mais... Je peux pas vous dire pourquoi, mais en fait, j'ai trop accroché à leur alchimie. J'ai trop accroché au personnage de Dovey, je l'ai trouvé trop drôle. Bon, en plus, elle fait 12 milliards de références à Harry Potter, alors forcément, j'allais
évidemment que pouvoir la kiffer quoi. Lennon, je l'ai bien aimé parce qu'il est un peu bourru et tout, mais il essaie de rester très professionnel et donc ça fait une relation qui est assez rigolote quoi. Donc non, franchement, trop kiffé celui-là, le 1, lancez-vous, moi j'ai adoré. Ensuite, il y avait Cruz et Evie, où là, lui, il doit venir protéger Evie, qui est une super top modèle du monde, voilà. Et qui en fait vient de virer tout son staff parce qu'il s'avère que tout son staff était un petit peu de mèche avec son ex qui a passé tout son temps à la tromper. Et donc elle a dit bah en fait je peux plus vous faire confiance donc je vous dégage. Et donc lui se retrouve à choper le contrat. Mais vous verrez en fait ils se sont déjà rencontrés par le passé dans une histoire un petit peu rocambolesque et un peu spéciale. Et donc ça fait un peu des étincelles au début. Mais vraiment très cool aussi. J'ai moins accroché sur le personnage de Evie que j'ai trouvé par moments peut-être un peu trop sur le self-pity, enfin un peu trop moi pauvre top modèle machin qui... Bon, ok, enfin sur certains sujets ok, mais au bout d'un moment j'en avais un peu marre, genre ouais moi pauvre petite fille riche et mince, voilà, enfin je sais pas, je l'ai pas trouvé ultra convaincante dans ce truc là. Après ça parle quand même de tout ce qui est trouble alimentaire, donc sachez-le, c'est quand même un peu un trigger warning. Mais voilà, j'ai pas hyper accroché à sa personnalité. J'ai beaucoup aimé la personnalité de Cruz que j'ai trouvé extrêmement drôle. Mais voilà, donc un bon tome. Ensuite on suit Sawyer et Scarlett, je crois. Ouais c'est ça. Que j'ai bien aimé aussi, c'était pas un coup de foudre pour eux mais c'était mignon. Où là en fait c'est une histoire d'ancien amour. Donc en fait ils se connaissaient quand ils étaient jeunes. Elle a disparu du jour au lendemain et elle revient dans sa vie encore avec une histoire complètement accouchée dehors. Mais c'était pas mal. Après dans ce livre-là, on suit aussi toute une trame de fond autour de leur famille à eux. Et je pense que j'aurais bien aimé que ça soit un peu plus exploité en profondeur, parce que je trouvais que c'était bien, mais j'aurais aimé en avoir un peu plus. Donc je pense que c'est ça qui m'a laissé sur ma faim, mais c'était quand même sympa. Et le dernier, que pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé, donc vous aurez compris, moi le 1 et le 4 sont mes préférés, et le 2 et le 3 sont vraiment très cool. Ça parle de Billy et Jackson. Jackson, je crois qu'on dit ça. Enfin, en fait, c'est bizarre parce qu'ils ont écrit ça genre J-A-X-O-N. C'est la version française de Jackson. Voilà, c'était la minute. Et c'était très cool aussi, parce que là, pour le coup, c'est une romance que j'ai trouvée qui est quand même sur un fond un peu dérangeant en vrai, parce que Jackson fait pas vraiment partie de la famille, puisqu'en fait, il a été plus ou moins recueilli par la famille des bodyguards, là, je me suis... Désolée, j'ai pas leur nom de famille, j'ai donné que leur prénom, j'avance déjà. Si vous voulez, donc il a été recueilli parce qu'il avait une mère qui clairement n'était une mère que de nom, quoi. Se retrouvait tout le temps tout seul, livré à lui-même, etc. Et donc le papa dit en fait tu vas venir vivre avec nous et puis je vais te filer un poste de bodyguard et puis tu vas quand même réussir ta vie, quoi. Donc c'était super touchant, enfin il avait une histoire vraiment touchante. Et du coup, le truc qui était un peu gênant mais qui était intéressant, c'est que du coup son histoire d'amour à lui, c'est avec la sœur des autres frères. Parce que pour le coup c'est 3 frères et une sœur, et Jackson. Et en fait lui, il aime donc la sœur des frères, donc plus ou moins sa sœur entre guillemets quoi, depuis toujours. Et donc si vous voulez, c'était hyper intéressant comme romance parce que justement il fallait passer un peu outre ce côté de ouais, mais attends, vous habitez ensemble depuis longtemps, mais du coup, ok, vous n'êtes pas vraiment frère et sœur, mais quand même, il y a vraiment un lien de fratrie, etc. Donc ça, c'était intéressant, et j'ai trouvé que c'était très bien fait. C'est-à-dire que c'était bien expliqué, il y avait plein de moments où justement, on voit par exemple les réactions des parents, on voit les réactions des frères, qui ont tous des réactions un petit peu épidermiques différentes, machin et tout. Il y a ce côté, est-ce qu'il faut qu'on se cache, est-ce qu'il faut qu'on en parle, machin, enfin... J'ai trouvé que c'était très chouette, moi j'ai passé un trop bon moment, ils sont trop mignons, c'est-à-dire que Jackson et Billy, mais vraiment leur cuteness 100%. Donc non, vraiment super bon moment, j'ai vraiment kiffé. Et du coup, sur l'ensemble de la saga, moi je dirais que je pense que je l'aurais mis environ 4 étoiles, parce que c'était constamment bien en fait. Et du coup je les ai enchaînés, je les ai lus direct les uns après les autres, parce que je kiffais trop. J'ai pas lu encore le dernier, qui est donc sur l'histoire pour le coup de leur père, avec leur mère, parce que lui-même était bodyguard de leur mère. Et donc, j'ai pas encore lu, mais il me fait bien envie, et je pense que je me le garderai voilà, entre 2 romances de Noël, quand j'en aurai un peu marre en décembre. Mais voilà, donc je vous conseille vraiment cette série, trop cool. Moi c'est sûr que je vais aller lire d'autres livres de cette autrice, et puis peut-être que vous la verrez passer du coup dans des bilans de lecture des prochains mois.
Ensuite j'ai lu Heartless de Elsie Silver, qui est donc le tome 2 de la série, de la saga ou série, peu importe, on s'en fout, Chestnut Springs, dont le premier c'était Flawless, ça c'est Heartless, et il y a ensuite Powerless, et donc sur les 5, parce que je crois qu'il y en a 5 en tout, les 3 premiers sont déjà traduits en français, pour information, donc moi je l'ai en anglais mais pour le coup vous le trouvez facilement en français. C'était plutôt cool, donc pour rappel, on suit là encore une fratrie, donc ça doit être mon truc les fratries, bon voilà. On va pas se psychanalyser dans cette vidéo. Et donc dans le 1, dans Flawless, on suivait, si je dis pas de bêtises, un mec qui s'appelle Rhett Eaton. Alors lui, je me souviens de son prénom, allez savoir pourquoi, hein, qui est donc un mec qui fait du rodéo sur des taureaux. Sur des taureaux ou sur des chevaux? J'ai un petit doute. Peut-être sur des chevaux en fait. Je me souviens plus. Bon, on s'en fout. Il fait du rodéo quoi, hein. Déjà, c'est déjà assez weird comme ça, on s'en fout de savoir ce qu'il monte en vrai. Et donc, sauf qu'en fait, il est à quelques jours d'une grosse compétition mondiale et tout, et qu'il a l'habitude de gagner, mais bon voilà, là ça sera peut-être sa dernière année. Et en fait, il fait une énorme bourde, parce qu'il est assez impulsif, mais public, c'est filmé, etc. Et donc forcément, son image en pâtit de ouf. Et donc, son agence de communication lui assigne Summer comme genre de babysitter en fait, en disant bah en fait tu vas le suivre partout et tu vas t'assurer qu'il arrête de raconter n'importe quoi devant n'importe qui, au moins jusqu'à la compétition. Donc elle est un peu en mode ah c'est chaud, j'avais des images de lui dans ma chambre quand j'étais gamine donc ça va être un peu gênant. Et lui il est en mode ah mais c'est chaud parce que j'ai pas du tout envie d'avoir une gamine qui me colle au basque pendant 3 mois quoi. Donc bref, ça commence pas ultra bien. En plus, Summer et Rhett, c'est vraiment le Sunshine Grumpy, mais par excellence. Enfin, Summer, trop mignonne et tout. Donc ça, c'était le tome 1. Et c'était trop cute. Moi, j'avais vraiment bien kiffé. Et là, on suit le tome 2. Et donc du coup, on suit Cade, qui est le frère de Rhett. Et qui, lui, pour le coup, a un autre profil complètement, puisque lui, il s'occupe du ranch familial. Et il a un petit garçon qu'il élève tout seul, parce que sa mère est une grosse connasse. Et donc elle l'a plus ou moins abandonné à Cade en disant bah en fait je peux pas m'en occuper donc tu vas faire ça tout seul, tu fais ça très bien. On adore, enfin moi j'adore. Et il se retrouve un petit peu dans la merde parce qu'un été il veut vraiment pouvoir s'occuper du ranch et tout machin, mais son gamin il commence à être un peu grand mais il est quand même un enfant et il doit trouver une nounou en fait pour le garder pendant l'été. Et il va faire la connaissance de Willa, qui est donc la meilleure amie de Summer, qui pour le coup se retrouve en galère parce que c'est une serveuse et le bar est ferme, etc. Et donc elle a besoin d'un job, et qui lui dit bah écoute, franchement, je gère des mecs bourrés dans des bars, un gamin de 6 ans, je vais y arriver quoi. Et c'est comme ça qu'il se retrouve à la prendre comme nounou. Alors vous verrez pourquoi il la prend pas juste parce que c'est une serveuse, elle est cassée une bonasse, mais certainement que ça a dû un peu aider quoi. Et après en fait va se construire entre eux, dans ce petit trio en fait une relation, parce qu'au début Cade, autant vous dire que Willa, il la trouve canon hein, depuis la première minute, puisqu'on sait que c'est vraiment la trend de maintenant, c'est que genre il les regarde en 5 minutes, c'est le coup de foudre. Donc lui il a pas vraiment le coup de foudre pour elle, hein. Il la trouve canon, mais il en veut pas en fait de cette meuf dans sa vie, parce qu'il est hyper protecteur de son fils, on peut comprendre pourquoi. Et du coup il se dit mais moi je veux pas que cette nana le fasse souffrir et tout, et en même temps quand il voit que son fils a vraiment une attirance mais émotionnelle pour Willa dès les premiers instants, il se dit bon bah ok go quoi. Et franchement c'était trop cute, enfin vraiment c'était une très jolie histoire. Je vous dirais que ce qui était dommage dans ce livre, c'est les scènes de smut. Franchement, les scènes de smut, elles étaient limite gênantes. Enfin, par moments, vraiment après tout le truc un peu genre domination, bébé fessie, machin, je suis toujours un peu genre, oh là... Enfin, moi j'ai quand même une romance, enfin de base, mon standard c'est Jane Austen. Alors si vous voulez, vous pouvez être sûr que bébé fait ça, dans Jane Austen, on va pas le retrouver quoi. Donc forcément, je suis toujours un petit peu gênée quand je lis ça, parce que je me dis, bah là, c'est plus très romantique votre truc. Donc bon, pourquoi pas, il en faut pour tous les goûts, j'ai envie de vous dire, mais moi je les ai trouvés quand même un petit peu genre, un peu too much. Par contre, j'ai beaucoup aimé leur dynamique à tous les trois. J'ai trouvé que c'était bien fait, que c'était bien construit. Il
y avait des choses qui allaient quand même très vite, notamment à chaque fois la fin est toujours un peu genre ok, mais c'était mignon. C'est dommage que la maman du petit soit pas plus exploitée parce que je pense qu'il y avait des choses à faire à ce niveau-là. Mais voilà, c'est pas la direction qu'a pris l'autrice, mais voilà, c'est un bon tome. J'ai pas autant aimé que le 1, mais j'ai trouvé ça très cool et ça m'a donné très envie de lire la suite parce qu'après on va suivre pour le coup un des frères, mais qui est un peu comme Jackson, c'est un peu le maillon rapporté quoi, c'est horrible de dire ça mais c'est un peu vrai. Et donc c'est un peu le gamin qui est toujours avec la fratrie mais qui n'est pas un des frères et qui lui pour le coup est un très grand joueur de hockey, donc aucun rapport avec le schmilblick. Donc j'ai vraiment très envie de le lire pour voir comment tout ça va s'imbriquer dans ce monde rodéo, est-ce qu'on va être encore dedans, est-ce qu'on va être sorti et tout. À suivre, mais je pense qu'il sera lu dans pas très longtemps parce que vraiment j'aime beaucoup cette fratrie aussi et je trouve que là pour le coup comparativement à Bodyguard où c'est des lectures qui vont très vite, qui sont hyper fluides et tout, je trouve que dans ce qu'a écrit Elsie Silver on était dans quelque chose de peut-être un tout petit peu plus approfondi. Donc moi je préfère cette série, même si j'ai passé un très bon moment avec Bodyguard. Ensuite j'ai lu un tome 2 encore une fois, donc encore une fois je vous le présente en anglais mais il est en français, c'est Wildfire de Anna Grace, qui donc a écrit Icebreaker et Daydream que j'avais déjà lu. Donc c'est les trois qui font la série Maple Hills. Je sais pas s'il y en aura d'autres, je serais pas étonnée parce qu'il reste encore des gens là dans leur groupe de copains, mais voilà. C'était bien, c'était pas incroyable. J'ai trouvé que c'était beaucoup moins bien que Icebreaker et Daydream. Donc moi dans l'ordre je mettrais Daydream, Icebreaker et Wildfire. Donc pour information et pour rappel, on suit en fait des étudiants d'une université qui se trouvent, je dirais en Californie mais je suis plus trop sûre. Et ce sont tous des joueurs de hockey. Et donc du coup dans le premier Icebreaker on va suivre une patineuse artistique et un joueur de hockey qui sont obligés de collaborer sur la même patinoire parce qu'il y a une patinoire qui a été détruite quoi. Et donc voilà, et au début il ne peut pas trop se blairer puis finalement il s'apprécie. Ensuite dans Daydream pardon, qui est le 3, on va suivre Henry et je me souviens plus comment elle s'appelle malheureusement, Hailey. Qui sont, donc lui c'est un joueur de hockey qui devient capitaine d'équipe et qui est en mode anxiété, etc. Et elle écrit des romans, mais elle se rend compte qu'elle a pas assez d'expérience concrète pour écrire des romans parce qu'en fait son ex était un vrai con. Et franchement c'était trop cute, j'ai trop aimé, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce couple, c'était trop mignon et j'avais vraiment pas envie de les lâcher. Là, on va suivre Russ et Aurora. Donc Russ, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui a plein de traumas, qui est souvent en retrait dans les autres tomes. Et Aurora, au contraire, c'est vraiment la flamboyante. En fait, elle a une famille hyper connue parce que son père détient une écurie de Formule 1, je crois, un truc comme ça. Et donc c'est la nana qui connaît le fantasque, etc. Et qui du coup est vraiment super exubérante et tout, etc. Mais qui est très drôle aussi. Et ce qui m'a dérangée dans ce livre, je vous dirais, c'est peut-être le contexte, parce qu'en fait là, on les suit pas un an à l'université, on les suit dans un camp d'été pendant 2-3 mois. Et j'ai pas plus accroché que ça à ce contexte, parce que je l'ai pas trouvé ultra réussi déjà, de 1, et j'ai pas trouvé que ça amenait grand chose à l'histoire. Donc certes, c'est comme ça que eux deux arrivent à se retrouver. Après, je pense que ce qui m'a dérangé aussi dans ce tome-là, c'est que, donc ça je vous spoil pas, c'est le premier chapitre, hein, c'est que c'est un insta-fuck. Hein. Donc c'est-à-dire qu'en fait ils se voient, ils vont à une soirée, ils font leur affaire, et ensuite ils se retrouvent au camp d'été sans savoir qu'en fait ils allaient se retrouver là-bas. Donc c'était... Enfin moi j'ai un peu du mal, mais si vous voulez, il faut qu'après la relation se reconstruise parce qu'il y a une espèce de miscommunication, mais désolé de dire ça, mais un peu débile. Donc voilà, c'était trop mignon, parce que Ross et Aurora, c'est deux personnalités qui sont trop mignonnes, j'ai trouvé que leur passé et tout était très bien exploité, c'était vraiment très chouette. Leurs insécurités et tout, enfin vraiment c'était bien développé, j'ai trouvé ça très bien fait. Mais voilà, moins convaincant pour moi que le reste, vraiment en dessous, je pense que voilà, ça doit être un 3. Et je sais que j'avais mis 5 étoiles enfin coup de cœur à Daydream, et j'avais mis 5 étoiles à Icebreaker. Donc vous voyez, c'est quand même bien en deçà du reste. Mais j'espère quand même qu'elle fera d'autres tomes, parce que c'est vraiment très chouette, et j'aime bien voir les personnages évoluer, parce que mine de rien, je les trouve quand même assez matures pour des jeunes qui sont à l'université, donc à suivre.
Il nous reste du coup 3 romances dont il faut que je vous parle, parce que bon, comme je vous avais dit, il y en avait quand même 12, hein, c'est énorme. Et je suis trop contente parce que c'est les romances de Noël. J'ai décidé de terminer avec ça parce que j'ai passé de trop bons moments. Enfin, j'ai choisi 3 romances de Noël pour commencer mon grand marathon de romances de Noël de fin d'année. Et franchement, j'ai eu trop de chance parce que c'était genre trop bien, trop bien, trop bien. Donc trop contente. Donc le premier que je voulais vous présenter, malheureusement je l'ai pas parce que je l'ai prêté, parce que justement je l'aimais bien, donc je l'ai prêté à ma maman. C'est Christmas Therapy de Caro M. Lynn, et on va suivre du coup l'histoire de Ethan et Maureen. Vous voyez, franchement, quand je l'écris, c'est quand même un petit peu mieux. Et donc ce qui est trop cool dans ce livre-là, c'est vraiment le contexte. C'est-à-dire qu'on va suivre Ethan et Maureen, qui vont tous les deux devoir suivre une thérapie de groupe, parce qu'ils doivent remettre Noël au bon endroit dans leur vie, pour des raisons hyper différentes que je vous laisserai découvrir, et qui sont plus ou moins convaincantes, mais en vrai, on s'en fout. Et c'était trop drôle parce que du coup, le livre est vraiment construit de telle façon qu'on doit suivre toutes les épreuves que vont devoir vivre Ethan et Maureen ensemble. Et forcément, Ethan il est dans la thérapie parce qu'il déteste Noël. Enfin, en fait, sa mère détient une énorme compagnie sur le thème de Noël et tout machin, donc il fait un rejet énorme de ce truc-là, et donc il est là pour réapprendre à aimer la fête de Noël. Et Maureen, elle est genre obsessionnelle de Noël, et donc du coup elle est là pour se calmer quoi. Et en vrai c'était tellement drôle, déjà il l'appelle Maugrinch, et franchement pendant toute l'audio je me tapais des énormes barres de rire en fait en imaginant la tête de la nana, parce que vraiment au début ils peuvent pas se piffrer quoi. Enfin vraiment c'était trop mignon parce que moi j'ai trouvé que c'était un bon enemies to lover, parce que vraiment ils peuvent pas s'encadrer. Lui il la trouve ridicule, elle le trouve genre cynique et vraiment désespérant, et donc du coup ça fait vraiment un duo trop drôle, et ils vont vivre du coup grâce à la thérapeute, mais on dit pas la thérapeute, ils vont vivre du coup voilà, plein d'épreuves qu'elles vont leur donner à faire en duo, et ils vont être obligés de s'y faire, donc acheter un calendrier de l'avent, décorer un sapin, machin nanana, et c'était trop mignon. Franchement j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé que le drama là des 80% était bien fait. Donc vraiment une bonne lecture. J'ai bien kiffé, j'ai bien ri, et je vous conseille vraiment. Mince, j'ai été coupée parce que ma caméra s'est éteinte, donc je sais pas trop où j'en étais, mais ce que je vous disais c'est que ouais j'ai trouvé que c'était une super bonne lecture. J'ai adoré l'audio sur Nextory, donc je vous le conseille vraiment parce qu'il est vraiment cool. Je vérifie, mais il y avait zéro smut, ce sont que des closed doors, et ça je vous dirais que c'était bien, parce que voilà, ça a gardé un peu... ça a gardé un peu la magie, je pense, de ce livre-là, parce qu'en fait, il n'y en avait pas vraiment besoin. Donc c'est sous-entendu, mais il n'y a pas de scène explicite, et ça, c'était vraiment cool. Moi, j'ai mis quand même que ça m'avait manqué, parce que, sans avoir besoin de scène explicite, ça manquait peut-être un petit peu de tension quand même physique et émotionnelle. Où ça aurait pu être un peu plus quand même retranscrit, donc moi c'est pour ça que je pense que je lui ai enlevé une étoile un petit peu à cause de... Ah ouais, et j'ai noté aussi qu'il y avait une vibe un peu Love Actually, parce que vraiment ça m'a fait un peu penser à ça, avec l'alternance des points de vue et tout, enfin ouais je sais pas, il y avait une vibe un peu comme ça, et ça m'a bien plu. Après il y avait un personnage que j'ai trouvé un peu énervant, mais je vous laisserai le découvrir et vous me direz si vous l'avez lu, si on a le même, ça sera assez drôle. Mais voilà, j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus d'infos sur les personnages, et notamment parce que je trouve que ça on était très focus sur Ethan, où lui on comprend très bien ses motivations, on comprend très bien pourquoi il fait la thérapie et tout machin. Maureen, un peu moins. Je trouve que c'était peut-être pas assez détaillé, alors qu'elle avait l'air d'avoir une histoire familiale et personnelle qui était très chouette. Mais bon, c'est un peu toujours le problème des romances de Noël, vous voyez, c'est que... Bah en vrai c'est quand même des romances qui sont toujours très courts, donc bah il y a plein de choses qui sont pas développées. Donc voilà, moi je lui ai mis 4 étoiles parce que je trouve que c'est une bonne histoire, je trouve que le thème est très drôle, que l'alchimie est là, même si ça aurait pu avoir voilà, une petite étincelle supplémentaire pour que vraiment on soit à fond. Et puis bah j'enlève une étoile pour la partie quand même, on va dire, approfondissement des personnages, mais vraiment je vous la conseille les yeux fermés. Le deuxième livre que j'ai lu, et comme quoi je ne mentais pas, c'est encore Laura S. Wilde. Donc c'est vrai qu'en lisant Bodyguard et en faisant mes recherches après sur Laura S. Wilde sur Nextory, maintenant je m'en souviens, c'est vrai que je m'étais rendu compte qu'en lisant les 4 Bodyguard, j'avais déjà lu 3 autres livres d'elle, puisque j'avais lu du coup les 3 tomes de sa série La romance presque parfaite d'une accro à Noël.
Et donc bon voilà, je vous mentais pas. Vous avez eu d'autres livres de présentés de Dolores Wild, j'avais même oublié, voyez-vous. Donc moi je me suis pris cette édition intégrale que je trouve hyper jolie. Enfin vraiment, en plus il y a des illustrations à l'intérieur qui sont magnifiques. Enfin il y en a deux, il n'y en avait pas non plus 100 000, mais c'est vraiment un très bel ouvrage et j'ai tellement eu un coup de cœur en fait pour cette trilogie que je voulais voilà, l'avoir en livre et potentiellement pouvoir me le relire dans les années prochaines, donc je suis trop contente. Donc dans cette histoire on suit Zoé, qui est un personnage hyper intéressant parce que c'est un personnage qui complètement a assumé le fait qu'elle était folle de Noël au point d'ouvrir sa compagnie de décoration de Noël. Donc du coup elle crée des décorations mais elle fait aussi genre le setup pour des hôtels, des restaurants, machin et tout. Donc en gros vous avez besoin d'une super déco pour Noël, vous appelez Zoé qui va vous faire 400 boules de Noël en cristal, machin, quoi. Pour vous faire un petit peu le tableau. Et donc son entreprise s'appelle Les Lutins de Noël, ce que je trouvais trop mignon. Et je vous dirais que cette romance-là, tout est un peu cliché, mais le bon cliché. Vous savez, le bon téléfilm de Noël. Le téléfilm de Noël où vous regardez et vous dites « Oh mais c'était trop cute !» Et c'était trop bien. Et c'était ça sur les 3. Donc j'ai passé un très très bon moment. Je pense que j'ai préféré le 2, parce que du coup il y a 3 tomes, c'est la romance, le mariage et le bébé. Donc bon, ça vous spoil un peu, mais bon, de toute façon c'est écrit partout, vous n'aurez pas le choix, c'est marqué dans le titre. Et je vous dirais que celui sur le mariage m'a trop plu, c'était trop cool. Donc dans le premier, on va suivre du coup Zoé, qui devient tellement en fait famous que elle va avoir un écrivain qui va écrire, un journaliste pardon, qui va écrire un article sur elle et le faire paraître dans, je sais plus si c'est le New York Times, bon, dans un journal très connu de New York. Et si vous voulez, il va devoir un peu la suivre dans son quotidien pour la connaître mieux et écrire de façon plus concrète comment elle se comporte et qui elle est, etc. et tout. Sauf que lui, franchement, suivre une fanat de Noël, c'est pas du tout sa came, parce que lui, Noël, il s'en fout complet, quoi. Donc forcément, l'autre qui est en mode 12 000% et lui qui est en mode « mais moi, mon Noël, je m'en bats les cacahuètes », bon bah, vous pouvez vous imaginer qu'on est encore dans un truc grumpy, sunshine et tout. Mais c'était ultra bien fait, parce que j'ai trouvé que Zoé, eh ben, elle se laissait pas démonter par... je crois que c'est Ethan. Je sais pas comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle aussi Ethan. Je vais juste vérifier 2 secondes, je reviens. Il s'appelle bien Ethan. Et donc Ethan va vraiment par moments être blessant, enfin il est très condescendant, très je te juge, enfin vraiment le snob quoi. Et Zoé va pas se laisser démonter en fait, elle va vraiment aller jusqu'au bout en lui expliquant que pourquoi elle aime Noël, pourquoi Noël c'est génial et tout, et qu'en fait c'est lui qui est un peu un con. Et ça j'ai trouvé ça génial. Et vous verrez, ça arrive très très rapidement dans le roman, parce que alors il prend pas de pincettes pour dire ce qu'il pense de Zoé, de sa petite ville, de son petit quotidien, parce qu'évidemment ce qui va se passer c'est que Zoé, elle apprend qu'elle a un article sur elle, et 2 minutes plus tard, elle se rend compte que en fait le lendemain elle est censée retourner dans sa famille pour fêter les fêtes. Donc elle est un peu deg, et elle va lui dire bah en fait je veux vraiment cet article donc vous allez venir avec moi. Et elle va carrément l'inviter dans sa famille. Et lui va venir vraiment avec son côté non mais Noël et tout. Et voilà. Et donc s'ensuit du coup cette histoire, cette jolie histoire d'amour. Donc comme je vous dis, vraiment le bon téléfilm de Noël avec la petite ville trop cute et tout. Oh là là, c'était trop bien. Le mariage, elle va faire la rencontre en fait de la mère d'Ethan qui lui a plus ou moins transmis son aversion pour Noël. Donc, encore une fois, c'est un petit peu compliqué et je trouve encore une fois que Zoé est extrêmement mature et vraiment c'était hyper bien. Et dans le 3e, du coup, il y a le bébé de Noël. Et là, on va aborder des sujets qui sont hyper importants, comme le burn-out, que j'ai trouvé hyper bien traité, que j'ai trouvé hyper intéressant, même si, bah voilà, c'est un sujet qui est complexe, etc. Moi, je l'ai trouvé que c'était bien développé. Donc voilà, donc pour un résumé en fait de ce livre, je pense que moi je trouve que c'est bien d'avoir quand même les 3, parce que les 3 se complètent bien pour avoir l'impression qu'on a vraiment passé voilà, notre moment avec cette famille-là, parce que bon à la fin ça devient quand même une famille, et moi, je vous dirais qu'il en faut pas moins, parce que je pense que le 1 tout seul, c'était genre trop mignon et tout, mais les 3 ensemble, voilà, c'est plus robuste et ça fait vraiment un bon moment, et vraiment je vous les conseille en audio. Sur Next Story, c'est vraiment une pépite à écouter et on passe vraiment un bon moment. Et si vous aviez besoin d'un livre pour vraiment vous plonger dans l'esprit des fêtes, n'hésitez pas. Et pour finir du coup dans les romances, moi je vous présente un livre qui a été quand même un petit coup de cœur pour moi. Et en même temps, j'étais vraiment pas sûre que ce serait le cas, mais parce que
Jenny Colgan et moi, on a des histoires d'amour extrêmement passionnées. C'est-à-dire que soit je vais lire un livre d'elle et ça va être un de mes livres préférés pendant 20 ans, soit je vais lire un livre d'elle et après elle va faire une suite désastreuse, ça va trop me saouler et après je vais un peu lui faire la tronche pendant 20 ans. Voilà, hein, ma relation aux auteurs, vous pourrez le constater, est tout à fait saine. Donc, cette année, j'ai décidé de prendre Noël à la charmante librairie. Donc, pourquoi je vous disais ça en fait? C'est parce que l'année dernière, j'ai lu La confiserie de Rosie, que j'ai adoré, mais vraiment adoré. Et ensuite, elle a fait un tome de Noël qui était désastreux. Enfin, vraiment horrible. Vraiment, limite, si vous avez envie de lire La confiserie de Rosie, foncez. C'est mignon. C'est touchant, c'est adorable, c'est chaleureux, c'est génial. L'héroïne principale est vraiment attachante. Mais juste ne lisez pas le tome d'après. Enfin vraiment, vous allez vous dire, mais je reconnais pas l'héroïne. Le personnage principal masculin, il est détestable à crever. Vraiment horrible. Donc le lisez pas, lisez juste le 1. Donc voilà, j'étais un peu choquée parce que je me suis dit, mais en fait, est-ce que Jenny Colgan, c'est juste qu'elle sait pas écrire finalement les tomes de Noël? Parce que elle m'avait déjà fait le coup avec la petite boulangerie là, du bout du monde, ouais c'est ça, où pareil, le tome de Noël, il était pas ouf. Il était bien, mais il cassait pas trois pattes quoi. Donc du coup, quand j'ai vu qu'elle avait écrit un livre qui s'appelle Noël à la charmante librairie, j'étais légèrement sceptique. Et au final, c'était trop bien. Bon, en même temps, ça ne pouvait que être trop bien. On parle quand même de Carmen, qui donc est une jeune femme qui, très honnêtement, c'est pas l'héroïne principale, c'est pas mon héroïne principale préférée. Je l'ai trouvée très énervante. Très énervante. Ça m'a pas du tout empêché d'aimer le livre, donc c'est vous dire à quel point je pense que ce livre est un succès. Parce que elle était un peu... c'est genre le vilain petit canard de la famille. Oui, on s'occupe bien avec moi, et puis de toute façon, ma sœur elle fait toujours tout mieux que moi, alors ça sert à quoi que je me donne du mal, et machin. En gros, elle a tous les problèmes dans sa vie, c'est pas sa faute quoi. Donc ça, moi c'est le genre de... Désolée mais c'est comme dans le verre de la vie, c'est le genre de personnalité qui me gaffe. J'ai juste envie de dire, mais meuf, tu te prends en main, en fait tu as fait des choix dans ta vie, juste assume-les quoi. Et donc, typiquement, je trouve qu'elle évolue dans le livre par rapport à ça, parce que ça en fait un personnage extrêmement égocentrique. Enfin vraiment c'est genre, il n'y a que moi qui ai des problèmes, et tous les autres mènent une vie incroyable. Donc je pense que, bon, quand on est un peu dépressif, ou quand on est un peu déprimé, ou qu'on est un peu, voilà, on passe trop de temps dans sa tête, c'est certainement le point de vue qu'on a sur l'extérieur. Mais voilà, on commence les premiers chapitres avec elle, on est un peu genre, oh la meuf. Mais ça s'arrange, parce que ce qui va se passer, c'est qu'elle va perdre son boulot. Donc bon, clairement, ça va pas la rendre plus sympathique. Et sa sœur, pour rendre service à sa sœur et rendre service à sa mère qui est en mode écoute, je suis un peu en PLS, là elle est revenue vivre chez moi et c'est pas quand même un rayon de soleil, si tu pouvais l'aider ça serait quand même sympa. Sa sœur lui trouve un boulot dans une librairie à Édimbourg. À Édimbourg s'il vous plaît. À Noël. Avons-nous besoin d'en dire plus? Et elle va devoir aider un vieux monsieur qui a une librairie mais qui ne fonctionne pas parce qu'en fait il sait pas s'en occuper et qui est sur le point de fermer. Et malheureusement sa librairie c'est aussi sa maison. Et donc en gros s'il est obligé de fermer, il devra aussi quitter sa demeure. Donc forcément, monsieur Macready, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, ouais c'est ça, monsieur Macready, on ne peut être que touché par lui parce que c'est un vieux monsieur tellement gentil. Et qui aime tellement les livres en fait, et donc c'est trop mignon. Et donc elle va venir l'aider, et son objectif c'est d'ici à la fin de l'année, elle doit faire en sorte que la boutique fonctionne mieux, sinon bah, au 1er janvier, ils devront la vendre. C'était trop cute, franchement c'était trop mignon. J'ai adoré la relation avec sa sœur et les enfants de sa sœur, parce que du coup elle est obligée d'habiter chez sa sœur, qu'elle déteste. Et ses neveux et nièces qu'elle connaît à peine, parce qu'évidemment comme elle s'intéresse à personne d'autre que sa petite personne, bah... Elle les a jamais vus, elle sait pas ce qu'ils aiment, elle sait même pas comment ils sont quoi. Donc c'était trop bien. Enfin vraiment c'était trop bien. Je pense qu'en voyant sa sœur au quotidien, elle comprend mieux les choses et elle devient un peu moins moi. Elle construit sa relation avec ses neveux, c'est trop cute. Monsieur Macready, trop mignon. Le personnage principal masculin, enfin l'attrait... Ah oui, lui il a mis son temps à arriver. Hein. Franchement j'ai été au milieu du bouquin, j'ai fait mais merde, elle est où la romance et tout? Mais ça vient quand même. Et ben il était trop intéressant. Il était tellement différent des personnages masculins principaux habituels
Vous savez, un peu le mec sûr de lui, machin, ou alors le gentil papa, enfin un peu loin des stéréotypes en fait habituels, et j'ai adoré. Enfin franchement, je veux rien vous dire sur lui, j'ai trop envie que vous le découvriez dans ce bouquin. C'était trop bien, j'ai kiffé de la première page à la dernière page, je lisais ça tous les soirs, je me réveillais dans la nuit, je me disais rendors-toi, et en fait je prenais mon bouquin et je relisais 100 pages, je l'ai dévoré. Trop coup de cœur, vraiment trop aimé ce livre. Donc Jenny Colgan a encore frappé. Et cette année, elle a sorti le 2, qui se passe aussi à Noël. Donc est-ce qu'elle va nous faire le coup de « je vous fais un 2 » qui est naze, ou est-ce qu'elle va nous faire le coup de « je réitère l'exploit et le 2 est encore aussi bien que le premier » à suivre dans la prochaine vidéo bilan, je pense. Ou dans le vlog, parce que je pense que du coup, là je suis en train de tourner un vlog qui est complètement catastrophique, vous allez voir, c'est très marrant. Et ensuite je vais faire un autre vlog que sur des lectures de romances de Noël, et c'est sûr qu'il y aura ce livre-là, parce que j'attends cette semaine exprès pour le lire, donc ça sera la première lecture de ce vlog-là, donc écoutez, si ça vous intéresse, vous pourrez toujours aller voir le vlog 2. On a fini les romances et je pense que je suis déjà à 45 minutes de vidéo, mais tout va bien, on va y arriver, on s'accroche, on y est. Je vais vous parler du coup des 2 classiques que j'ai lus. Donc j'ai lu Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux, que j'ai beaucoup aimé. Donc je l'avais déjà vu en comédie musicale, donc je connaissais très bien l'histoire. Parce que pour le coup, ça a été très bien adapté. Si un jour vous allez à Londres, parce qu'il devait passer à Paris, et au Mogador, et le Mogador a brûlé. Et donc du coup ça a perpétré du coup le mythe, enfin la malédiction du fantôme de l'opéra qui dit que voilà, quand le fantôme de l'opéra est joué quelque part, le théâtre subit un désastre. Et bah ça a été exactement le cas puisque du coup le Mogador a brûlé. Il a été fermé pendant hyper longtemps et au final la pièce ne s'est pas jouée. Donc c'était assez drôle, enfin c'est assez drôle, pas du tout, hein, c'est pas du tout drôle en vrai, mais du coup c'était assez étrange que ça arrive vraiment sur cette pièce là. Bref, si un jour vous allez voir à Londres, si un jour il a le bonheur de passer du coup à Paris, je vous conseille vivement la comédie musicale du coup d'Andrew Lloyd Webber, ouais je crois que c'est ça, qui est sublimissime, les chansons sont absolument incroyables. Alors il y a eu une adaptation cinématographique de cette comédie musicale, hein, pas c'est le fantôme de l'opéra, mais c'est vraiment une comédie musicale, avec Amy Rossum, je crois, je vous remettrai les noms, et Gerard Butler, qui malheureusement est pas ouf parce que je trouve que Gerard Butler sait pas chanter, donc vraiment c'était assez catastrophique, alors que pour le coup, Amy Rossum était vraiment très bonne. Mais voilà, je vous conseille pas forcément l'adaptation cinématographique, mais si un jour voilà, vous pouvez voir la pièce, c'est quand même bien mieux. Et à Londres, vraiment, c'est sublimissime. Trêve de blabla, puisque tu parles tellement trop. J'ai beaucoup aimé ce livre. Donc on suit une histoire qui est assez rocambolesque et qui est suivie par pas mal de personnages différents, qui fait que le récit est vraiment très chouette et très bien mené parce que c'est un peu construit comme un ensemble de témoignages autour d'une histoire qui se serait passée dans un théâtre à Paris. Et donc, ce qui va se passer, donc il y a un côté tragico-comique. Donc il y a vraiment des moments très drôles, il y a vraiment des moments où on se dit oulala, il y a des moments qui font peur, il y a des moments qui nous prennent à l'âme et tout. C'était très chouette. Ça parle du coup évidemment d'un théâtre qui est repris par 2 hommes qui sont contents d'investir dans ce théâtre-là et à qui on va dire, par contre faites attention, il y a le fantôme qui est donc dans l'opéra et il a un certain nombre de demandes et vous allez devoir vous y soustraire. Et donc les mecs rigolent en disant bah t'es mignon mais faut arrêter de boire un peu trop de whisky le soir, et ils n'y croient pas une seconde, sauf qu'en fait, comme ils ne vont pas écouter tout ça, toute une série de malheurs vont commencer à tomber sur le théâtre. Et bien des années plus tard, du coup il y a un inspecteur comme ça qui va essayer de réunir tout un tas de témoignages et tout pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Et c'était vraiment chouette. Enfin vraiment je vous le conseille, c'est pas un livre très long. Il est en lecture audio gratuite sur Audible il me semble. Moi je crois que je l'ai lu sur Nextory mais il me semble qu'il était sur Audible en gratuit. Non je l'ai lu sur Audible en gratuit. Comme beaucoup de classiques d'ailleurs, hein. Si les classiques ça vous intéresse, en audio, sur Audible, il y en a énormément qui sont gratuits et qui sont très bien lus. Donc je vous le conseille. Et celui-ci, trop bien lu, j'ai passé un trop bon moment. Allez-y, c'est un classique qui est abordable. C'est un texte qui est très bien écrit, mais qui n'est pas
dans trop de palabres, dans des mots trop complexes, qui n'est pas, voilà, on n'a pas plein la bouche ou enfin plein les yeux. Et vraiment, c'était très très chouette. Je vous le conseille peut-être même pour la période vraiment Halloween ou automne de l'année prochaine, parce qu'il y a vraiment cette vibe-là. Mais voilà, si vous avez envie de vous lancer dans les classiques, vous pouvez complètement commencer avec celui-là, je pense que vous serez pas déçus du tout. Et le deuxième classique que j'ai écouté, là pour le coup, je crois que c'était sur Nextory. Je ne sais plus, je suis vraiment désolée. C'était peut-être sur Audible aussi, je sais plus. C'était donc Un chant de Noël de Charles Dickens. Donc comme je vous avais expliqué, j'avais toujours voulu le lire parce que bah, j'ai vu beaucoup d'adaptations, dont le Noël des Muppets, qui restera une de mes meilleures adaptations du chant de Noël, et je l'assume. Et j'avais très envie d'écouter l'histoire, et vraiment c'était génial, sans surprise, 5 étoiles. C'est un très très beau conte de Noël, c'est très bien écrit. J'ai beaucoup aimé le livre parce que j'ai trouvé que ça insistait peut-être plus sur les moments de la vie de Scrooge qui l'ont amené à devenir ce qu'il était au moment où, en fait, on le rencontre. Et ça j'ai beaucoup apprécié parce que du coup on a plus d'empathie pour lui, parce qu'il s'est... Enfin, et puis on le sent très émotionnel dans les moments qu'il va vivre avec les fantômes des Noëls passés, présents et futurs. Oui, parce que bon, au cas où vous ne sauriez pas, on suit Scrooge qui est un homme cupide, avare et extrêmement méchant, et qui va recevoir la visite de 3 fantômes qui vont essayer de lui faire prendre conscience qu'il doit en fait changer s'il ne veut pas avoir un destin funeste. Donc c'était vraiment très bien écrit, moi j'ai adoré, enfin vraiment j'adore de toute façon l'histoire de base, mais vraiment le livre, ça m'a fait tellement plaisir de le découvrir. Et comme je vous disais, on a vraiment des moments très émotionnels où on sent vraiment que Scrooge, alors certes il veut échapper à son destin, mais il se rend compte au fur et à mesure, c'est pas juste la fin où il se dit oh là là c'est ça qui va m'arriver, ah mais il faut absolument que je change. Non, au fur et à mesure des fantômes, il est déjà convaincu qu'il doit changer. Et j'ai trouvé ça très beau. Enfin vraiment j'ai adoré, je ne peux que vous conseiller. Pareil, si vous cherchez un classique, en plus c'est Dickens, donc c'est très très bien écrit, et il y a toujours cette ambiance un peu, voilà, le Londres, je sais pas comment vous l'expliquer, mais le Londres gris, froid, pas forcément très romantique comme on peut l'avoir dans un Bridgerton, etc. Là on est vraiment dans le Londres comme on peut se l'imaginer, un peu glaçant. Mais c'est un très bon Dickens qui est assez abordable, donc je vous le conseille vraiment fortement. Ensuite je vous parle d'un illustré, parce que j'ai du coup dans le vlog vous verrez j'ai fini du coup Lightfall, enfin j'ai commencé et fini en une fois, parce que c'était trop bien. Donc c'est le tome 2, L'ombre de l'oiseau de Tim Probert. Donc je vous en dis un peu plus dans le vlog sur ce que j'en ai pensé, etc. Mais voilà, juste en 2 mots, c'était trop bien. Le tome 1 était un coup de cœur, le tome 2 je l'ai trouvé encore mieux que le 1. Donc c'est un coup de cœur, les planches sont toujours aussi sublimissimes, l'histoire gagne énormément en profondeur, j'essaie de vous trouver une planche, mais voilà, moi c'est le genre de planche que je trouve trop belle. Et j'arrive à la fin, j'étais là, mais quoi? En fait j'ai pas la suite, non, trop bien, vraiment je vous le conseille vivement. Si vous voulez un livre illustré, jeunesse, mais qui a quand même une trame de fond riche, n'hésitez pas. En plus, sachez que ça peut faire un super beau cadeau de Noël parce qu'ils ont sorti l'édition du tome 1. Ils ont sorti le tome 1 dans une édition collector qui est sublimissime. Je vous mettrai une photo. C'est vraiment une pépite. Moi, j'ai carrément été très tentée de me reprendre le livre dans cette édition-là tellement c'était beau. C'est un grand format. Il est en hardback. Enfin, magnifique. Donc écoutez, pensez-y pour Noël parce qu'à mon avis, ça fera un très beau cadeau. Et franchement, vous pouvez pas vous tromper parce que... n'importe qui aime un peu la fantasy ou qui aime les univers imaginaires et tout, et qui peut être attiré par justement le monde de l'illustration, bah franchement ça va être carton plein, je vous le signe. Vous pourrez venir vous plaindre en commentaire si c'est pas le cas, mais je n'y crois pas. Je vous avais prévenu, hein. Cette vidéo va faire 1 heure, c'est évident, enfin avec 20 livres en même temps. Vous savez, même si alors c'est la minute, je m'auto-rassure, mais c'est vrai qu'en même temps, avec 20 livres, je vois pas comment je peux pas faire des trucs en 1 minute, genre. Bah voilà, c'était trop bien, j'ai kiffé, lisez-le, c'est voilà. Je sais pas faire, donc désolée, je vous remets les contextes, les trucs et tout, parce que je me dis, mais je sais pas, si j'ai envie de vous donner envie de lire un livre, faut peut-être que je vous explique un peu les choses. Et voilà, je parle beaucoup, je blablate, et c'est comme ça qu'on se prend 5 minutes dans la vue dans cette vidéo, c'est cadeau.
Donc après je vais essayer de les faire dans l'ordre, comme ça je les fais dans l'ordre de mon reading journal, ça m'évite d'en louper un, parce qu'il y en avait quand même pas mal ce mois-ci des fantasy. Et en plus c'était des grosses pavasses. Alors pourquoi? Parce que souvent, comme vous allez pouvoir le voir dans le vlog, je lis beaucoup de livres en même temps. Et donc ils ont tendance à se terminer en même temps. Et donc si vous voulez, celui-ci je l'ai commencé du coup en octobre et je l'ai fini en novembre. Au début novembre. Et mais j'ai tellement kiffé, mais tellement, enfin, coup de cœur quoi. C'est donc L'Empire des damnés de Jay Christophe qui est paru aux éditions de Saxus. Alors comme vous pouvez le voir, si vous n'avez pas de batte de baseball à la maison, vous pouvez mettre ça sous votre lit, ça marche tout aussi bien. C'est une énorme brique. Donc ce que j'ai mis, genre, je pense à un truc du genre vraiment honteux, style genre 4... non, je crois que j'ai mis 5 étoiles coup de cœur celui-là. Ouais, non, c'est pas celui-là, c'est dans Nevernight. Mais, je vous dirais, par rapport à Jay Christophe, oui, parce que là je parle dans ma tête, mais vous ça vous intéresse pas du tout, par rapport à Jay Christophe, il y a quand même un truc que je suis obligée de prononcer et que je suis un petit peu obligée de lui mettre sur le dos, à notre petit JJ, c'est qu'il a quand même tendance à faire des petits ventres mous quand même dans ses bouquins. C'est-à-dire que c'est quand même genre, ça commence toujours en mode pas, waouh, truc de dingue, qu'est-ce qui se passe, les personnages, il leur arrive 10 000 trucs, mais qui y sont, il y en a 12 000, l'univers hyper riche, blablabla, enfin, t'en prends plein la tronche. Quand tu commences un peu à t'installer dans l'histoire et à comprendre qui sont les persos et tu te dis bon ça va et tout, et là d'un coup il te fait un ventre mou, il va... Alors, c'est toujours hyper intéressant, hein. Il se passe toujours plein de trucs, on va approfondir des situations, approfondir des persos, on va voyager, enfin il va toujours se passer 10 milliards de choses. Je peux pas vous dire que vous allez vous ennuyer, mais parfois je me dis, mais gars, tu crois vraiment que cette scène elle était genre primordiale là? Je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Et donc, même si t'es content que ça approfondisse certains aspects des personnalités et des situations, tu te dis quand même, chouchou, franchement sur 900 ou 1000 pages. 1000 pages le truc fait. Ouais, 965 pages. Je pense que t'aurais quand même, franchement, pu nous couper 200 pages du truc. Après... Je vous dirais qu'avec... ça sera plus le cas avec Nevernight, je vous dirais, mais avec l'Empire des vampires et l'Empire des damnés, c'est tellement bien, l'univers est tellement incroyable, que ça m'a pas forcément dérangée. Je vous avouerai qu'il y a eu un moment donné, on était un peu dans des intrigues de cours, ça m'a moins passionnée parce que j'ai trouvé qu'on commençait un peu à s'écarter en fait de ce qui faisait le côté sympa de ce livre, c'est que t'es tout le temps dehors. Chelou. On lit des bouquins en intérieur pour se sentir à l'extérieur. Voilà, juste prends tes chaussures, va marcher, ça ira mieux. Hein. Mais plus sérieusement, en fait, dans l'Empire du Vampire, on suit du coup Gabriel de Leon, qui est un chasseur de vampires qui est enfermé et qui est interviewé par l'espèce d'archiviste de l'impératrice, qui vient lui dire « J'ai besoin que tu me racontes ton histoire, et notamment que tu me racontes l'histoire du Saint Graal ». Et donc Gabriel de Leon, étant donné qu'il a pas grand chose à faire et qu'il adore le vin qu'on lui offre, et il va raconter toute sa life. Et il va donc nous emmener dans ce périple à travers son histoire à lui personnelle et son histoire avec le Saint Graal, qu'il recherche. Bon, vous verrez, c'est tout un truc, je peux pas vous expliquer. Et c'était génialissime en fait. Le 1 est ouf, le 2, on est toujours sur ce format-là. Il continue à raconter son histoire parce qu'il a pas terminé en 1, alors qu'il y avait déjà 900 pages. Donc c'est pour vous dire à quel point il lui arrive des trucs à ce Gabriel de Leon, qui est donc ce chasseur de vampires incroyable. En plus là, on va avoir un nouveau point de vue qui va venir s'ajouter, qui est ouf. Moi je suis trop contente, j'étais trop contente qu'il y ait ce point de vue parce que j'adorais ce personnage dans le 1, j'étais trop contente qu'on le retrouve dans le 2, j'étais là, mais pépite. Et c'était trop bien fait. On arrive à la fin, on se dit mais c'est pas possible de nous laisser sur une fin pareille. Enfin, si vous n'avez pas commencé cette série, que vous aimez... Alors, ils appellent ça Dark Fantasy. Pourquoi, comment, j'en sais rien. Parce que... Enfin, moi je sais pas, quand je vois Game of Thrones, quand je vois la High Fantasy que je lis habituellement et tout, je sais pas pourquoi lui est plus dark que les autres. Bon, ouais, ok, c'est un peu gore, forcément il y a des vampires, du sang, du machin, mais bon, ok. Dark Fantasy si vous voulez. Mais en tout cas, si vous voulez voilà, de la fantasy un peu plus adulte, c'est génial. Et vraiment, c'est d'une richesse. Moi, je sais pas comment je vais survivre sans le 3 en fait. Enfin, honnêtement, là j'ai regardé quand même sur le compte Insta de Jay Christophe et il disait qu'il était terminé. Et que c'était le meilleur livre qu'il ait jamais écrit. J'étais là... Trop bien. Mais par contre voilà, il a dit ça en septembre, donc je pense que le temps qu'il y ait toutes les corrections qui sortent en anglais, alors si on a la chance que de Saxus fasse pareil que pour celui-ci et le sorte du coup en français en même temps, ce qui était quand même
vraiment trop cool de leur part, bah on l'aura peut-être, ouais, peut-être en 2025, mais peut-être fin 2025 quoi. Donc moi j'étais là genre, attends mais là pendant un an j'ai pas la suite. Donc bon, voilà, frustration extrême, à tel point que le livre est génial, donc je ne peux que vous conseiller, c'était une énorme claque ce bouquin. Alors, pourquoi du coup j'ai enchaîné? Bah tout simplement en effet parce que comme j'ai pris ma claque, et moi si vous voulez, quand je finis, c'était comme dans l'Empire du Vampire, je finis J. Christophe et après je suis en PLS. C'est-à-dire qu'en fait le livre était tellement ouf, il y avait tellement rien à lui reprocher, tout était tellement bien écrit, qu'après je sais plus quoi lire. Parce qu'en fait, je commence 20 bouquins, donc vous verrez là dans le vlog actuel, je pense que je dois avoir commencé genre 5 ou 6 livres. Délire. Parce que, bah, en fait, j'ai envie de lire une romance. Ouais, mais non, parce qu'en fait, c'est un peu trop léger. Moi, j'ai envie de lire une fantasy. Ouais, mais soit c'est un peu trop young adulte. Bah là, le personnage, il est pas hyper bien construit. Ah là, l'univers, il est pas hyper bien développé. Et je deviens, mais genre, ultra chiante, quoi. Et du coup, j'arrive même pas... Enfin, même si je me disais, allez, force-toi et tout, j'arrive plus à me hyper, quoi. Vraiment à me rentrer dans un roman. C'est vraiment très dur. J'en avais parlé, je crois, dans ma vidéo sur... les astuces pour les pannes de lecture. Moi je vous dis pas que ça me met en panne de lecture ce genre de roman incroyable, mais pas loin quoi. Enfin pas loin que je suis en mode bon ok. Donc là ça s'est un peu ça s'est un peu effacé. Donc je commence à me re-hyper là notamment pour Spark of the Everflame, donc je vous parlerai dans le vlog que vraiment je kiffe bien, mais ça a été dur quoi. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai enchaîné avec un J. Christophe. Ce qui n'était pas forcément une bonne idée. Parce que comme vous l'aurez compris, à la fin de celui-ci, il s'est passé exactement la même chose. Donc là, on est dans Nevernight, du coup, de J. Christophe, c'est les grands jeux, donc c'est un tome 2. Dans le 1, on suivait Mia Corver. Là, pour le coup, demandez pas pourquoi, dans J. Christophe, je retiens toujours les noms. Bon, je sais pas. Donc on suivait Mia Corver, Mia Corvere, moi je l'appelle dans ma tête. Parce que du coup, on est dans une espèce de monde qui ressemble à une Rome antique. Donc vous imaginez, vous voyez la série Rome, on est dans ça. Sauf que du coup on suit un personnage donc, qui est Mia dont le père a essayé de renverser le sénateur, enfin l'empire, plus ou moins ouais, l'empire, et de mettre un nouveau sénateur, un nouveau sénat en place. Et donc il a pas réussi et donc il s'est fait arrêter, assassiner avec tous les membres de sa rébellion. Et donc Mia en fait, dès son plus jeune âge, parce qu'elle doit avoir 8 ans je crois, un truc comme ça quand ça lui arrive, se retrouve à être orpheline et en fait on essaie de l'assassiner mais elle va s'enfuir. Et elle va, au moment où elle s'enfuit, découvrir qu'elle a une ombre sous la forme d'un chat qu'elle appelle gentilhomme, qui lui parle. Jusque-là, dans genre bien what the fuck, je pense qu'on est pas mal. Hein. Et elle va être recueillie notamment par Mercurio, qui va lui dire, bah écoute, pour une gamine de 8 ans qui s'en sort toute seule dans les rues, si tu continues comme ça, tu vas te faire kill. Mais tu as l'air quand même assez débrouillard, donc en fait je vais te prendre sous mon aile, et ce qui va se passer, c'est que je vais t'entraîner pour que tu rejoignes les lames de Notre-Dame du Saint-Meurtre. Donc c'est-à-dire une société secrète d'assassins. Donc évidemment Mia elle se dit bah génial parce que comme ça je vais fomenter ma vengeance et en fait je vais aller tuer tous les mecs qui ont tué mon père et toute ma famille. Sympathique Mia. Donc vous allez voir Mia c'est un personnage qui est très dark pour le coup. Limite je trouve ça par le thème et les ressentiments de Mia, je trouve limite plus dark romance que l'Empire du Vampire, mais enfin bon, on va pas partir sur un débat de genre. Et c'était vraiment génialissime. Donc dans le 1, on suit vraiment son entraînement au sein de l'école, qui est une école, genre t'as pas très envie d'y mettre les pieds, hein, très honnêtement. C'est quand même une école d'assassins, donc je vous laisse imaginer le genre d'entraînement qu'ils reçoivent. Et elle va donc faire la rencontre de plein de personnages, de professeurs, d'étudiants, etc. Il va y avoir un énorme truc à la fin, énormément de retournements de situation dans tous les sens et tout. C'était génial. C'était assez fast-paced, donc on s'ennuyait pas trop, il n'y avait pas vraiment trop de problèmes au début en tout cas de rythme, mais comme je vous disais, il y avait vraiment un ventre mou. C'est-à-dire que le tome 1, j'ai commencé à le lire, je l'ai posé, j'ai mis très longtemps à y retourner et ensuite je l'ai dégommé. Et bah le tome 2, il s'est passé un peu pareil. J'ai commencé à le lire après le tome 1 parce que j'avais trouvé ça trop cool. Je l'ai posé, j'ai attendu, et là j'y suis tournée et je l'ai dégommé. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a ça, parce que je ne souhaiterais pas que vous arriviez à la période justement où c'est un peu le ventre mou et vous disiez oh finalement vas-y ça me saoule, c'est trop long et j'arrête, parce que vraiment les fins, parce que les fins sont longues, hein. Quand je vous parle des ventres mous, je pense que ça doit faire un truc du genre
40%, 20%, 40%. Donc il faut les passer. C'était trop bien. Et là, l'histoire a pris une dimension improbable. Au début, il y a beaucoup de back and forth entre le présent et le passé, parce que Mia va se retrouver dans une situation où en fait elle va devenir, on la retrouve, elle est esclave en fait. Et on dit mais comment tu es tombée dans cette situation? Et elle va nous l'expliquer avec des back and forth. C'est génial. Et franchement, j'ai trop aimé. J'étais pas ultra convaincue, ultra emballée au début par cette direction-là, parce que j'avais un peu peur de me faire chier. C'était un modèle... Je peux pas trop vous en dire, j'ai vraiment trop peur de vous spoiler l'histoire. Mais c'était un peu un modèle, je me suis dit, ah ouais, vraiment, on a fait un virage à 180 degrés par rapport au tome 1, on n'est pas du tout dans les mêmes ambiances et tout. Est-ce que vraiment je vais aimer? Et en vrai, c'était tellement cool. Et j'ai trouvé que quand t'arrives à la fin, sur les derniers 10-15%, tu te dis, ah ouais, Coco, en fait, tu m'as fait vivre tout ça. C'était quand même un peu long. Mais en fait, tu m'as préparé gentiment au tome 3 avec plein de trucs que je vais être trop contente de retrouver. Et c'était vraiment ça. Et vraiment, je vous le conseille, c'est une magnifique série. C'est extrêmement bien écrit. C'est hyper drôle parce que du coup, J. Christophe, il est hyper cynique, il est hyper sarcastique. Moi, j'adore. C'est une plume acérée que je trouve géniale. Et pour autant, je trouve qu'il ne met pas de côté l'émotionnel. Il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de moments très durs, de moments très forts. Et donc, vraiment, Vraiment, les tomes de J. Christophe, mais foncez, c'est ouf. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais dans le tome 2 de l'Empire du Vampire, j'ai trouvé aussi que, du coup, J. Christophe, il explique qu'il fait beaucoup de voyages quand il fait des livres, et qu'il va dans beaucoup de villes qui l'inspirent, etc. Il s'imprègne de l'histoire des lieux, notamment là, dans l'Empire du Vampire, il y a le côté vraiment très château fort, etc. et tout. Et il va vraiment, ça va vraiment l'aider à écrire ses histoires, et je peux vous dire que dans l'Empire du Vampire, le tome 2, moi qui suis une grosse fanat d'histoire, on sent vraiment la profondeur du récit, des recherches qu'il a fait et tout, parce que le récit est très bien mené. Il va notamment beaucoup parler de la... Parce que du coup, il a fait une espèce de parallèle avec la religion catholique. Ce n'est pas mentionné, mais c'est la religion catholique, on va pas se mentir. Et comme il y a les vampires, du coup, il va essayer d'expliquer en fait comment, dans un monde aussi pieux, aussi fervent, aussi adorateur de Dieu, comment le vampire a pu trouver en fait son chemin pour se faire sa place au sein de ce monde-là. Et c'était, enfin moi je me suis pris une claque. Quand j'ai lu ça, les révélations et tout qui étaient dans ce tome 2, j'étais là mais... Oh, mais c'est brillant quoi. Parce qu'en fait, ça explique tellement de choses aussi sur le personnage dès les premiers instants du tome 1, sur comment il est, sur comment il voit les choses, sur son aversion, sur énormément de sujets. En fait, tout s'explique, quoi. Et je me dis, mais en fait, le tome 3, mais s'il dit que c'est le meilleur livre qu'il a écrit, mais mazette, ça va être fou, mazette. Si la minute je fais revivre des expressions désuètes, mazette, ça va être un truc de ouf. Donc voilà, j'arrête de débatter sur J. Christophe, vous l'aurez compris, c'est un de mes auteurs favoris, et vraiment, j'ai passé tellement de bons moments avec, et j'aimerais tellement vous donner envie de les lire. J'espère que ça sera le cas, du coup. Ensuite, j'ai fait une lecture. J'ai fait un DNF, voilà, on va s'en parler de ce DNF. J'ai DNF Emily Wilde, The Encyclopedia of Fairies d'Emily Wilde, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, qui était de, je ne me souviens même plus, Heather Fawcett, je crois, l'autrice. Et j'ai DNF. En fait, je vous en avais parlé plusieurs fois de ce bouquin. Je vous avais dit que j'allais mettre un challenge pour le finir. Je vous avais dit qu'il était dans ma dans ma liste des livres que je devais finir dans les 6 mois et tout. Et en fait, à un moment donné, j'ai relu mes résolutions que j'avais écrites avec vous en septembre, qui étaient d'avoir plus de DNF. Et je me suis dit, mais punaise, ce livre, tu l'as commencé en février. À chaque fois que tu le poses, t'as pas envie d'y retourner. Quand t'es dedans, tu trouves ça bien, mais t'as pas du tout envie d'y retourner. Est-ce que c'est pas genre le red flag énorme que, en fait, tu n'aimes pas ce livre et qu'il faut arrêter de le lire? Donc vraiment, je me suis un peu dit, là il faut assumer, tu vois, genre Emily Wilde, ok, ça a fait le buzz, il y a énormément de gens qui ont dit c'est le meilleur livre de l'année. Moi je l'avais acheté à l'origine parce que justement sur les chaînes américaines, dans les tops de l'année, à la fin de l'année, vous voyez, dans les bilans, il était tout le temps là, en première ou deuxième position. Je me suis dit, ok, une fois ça passe, 2 fois c'est une coïncidence, 3, 4, 5, 6 fois c'est que le livre doit être génial. Et je me suis fait chier. Mais en fait c'est ça vraiment le problème de ce livre, c'est que
Le thème de fond est intéressant. On va suivre du coup Emily, qui est donc une fervente adoratrice des fées, mais vraiment des fées dans la conception... Donc pas des failles, des fées, vous voyez, les petites ailes, machin. Et elle écrit une encyclopédie qui va voilà, donner toutes les informations sur ces créatures magiques de tous les différents pays qu'elle a pu visiter. Et donc on est sur plein de types différents de fées, mais qui ont quand même toute tendance à être légèrement un peu agressives, méchantes, maléfiques, etc. Et là, elle va aller se foutre dans un pays genre qui s'appelle le Yoslang ou Loslang, un truc comme ça, un genre de fin fond de la Finlande ou de l'Islande, vous voyez. Et elle va un peu vivre en recluse pour aller justement étudier ces fées-là. Mais elle est hyper... c'est un personnage qui est assez introverti, qui aime pas les gens, qui est assez associable, qui sait pas créer des relations. Tout ce qu'elle aime, c'est les livres et faire des bouquins, écrire des encyclopédies. Mais le reste, les gens, la vie, ça l'intéresse pas. Et elle va recevoir finalement la visite du coup d'un type, je sais plus comment il s'appelle, Wembley, whatever, qui est donc un peu son némésis académique, puisque lui aussi il écrit des trucs sur les fées, et donc il va venir au même endroit qu'elle, habiter avec elle en lui disant bon bah écoute, t'as l'air bien avancé, écrivons ce livre ensemble, parce que visiblement, vu comment tu t'entends pas avec la population, cocotte, t'es pas prête à avoir les informations que tu veux. Donc il va un peu l'aider à devenir un petit peu plus sympathique et tout, mais c'est long. C'est fucking long, quoi. Déjà, ça prend genre 30% du bouquin avant que le gars arrive, et pendant ces 30%, mais mon Dieu, quoi. Elle arrive là-bas, elle a froid, elle va aller marcher dans la neige, elle va pas trouver la fée. Ensuite, elle va parler à quelqu'un dans le village, et elle va se la mettre à dos, toute seule comme une grande, et elle va revenir avoir froid. Et... c'était pas possible. Enfin, pour moi, il y avait vraiment un problème de rythme qui était fondamental, et j'avais beau me dire, je trouve l'univers hyper riche, je trouve vraiment ce qu'elle a fait hyper intéressant, je n'arrive pas à être intéressée par son livre. Enfin vraiment, j'arrivais pas à connecter avec les personnages suffisamment pour avoir envie de les revoir, même si je pense que je sais que potentiellement je passe à côté d'un truc parce que je sais que c'est un livre qui a plu à beaucoup de monde. Vraiment, moi le rythme ici, c'était pas possible. Et c'est dommage parce que c'est vraiment le genre de livre, vous voyez, où j'ai vraiment une déception, parce que je pense que le livre aurait été construit ou écrit autrement, j'aurais adoré. Mais là, non. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, tu l'as quand même commencé en février, on est en novembre, t'as toujours pas envie de le reprendre alors qu'il est dans ta palle là, arrêtons les frais. Il est allé vivre dans une autre maison, où quelqu'un, je pense, était très content de l'acheter sur Vinted parce qu'il est parti en 10 secondes. Donc voilà, je me dis, voilà, Emily et son mec vont aller vivre ça ailleurs. Donc je sais que le 2 et le 3, le 3 sort cette année, je crois, en anglais, et le 2 est déjà sorti chez De Saxus ou Sabran, je sais plus, en français. Donc écoutez, si vous avez quand même envie de vous lancer parce que l'histoire est intrigante, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'était juste pas fait pour moi, c'était pas écrit pour moi. C'était du cozy fantasy, mais genre trop lent. Donc voilà, c'était pour la minute, je déblatère sur Emily Wilde, désolée pour ça, mais vraiment ça l'a pas fait. Et ensuite j'ai 2 livres hyper différents que j'ai envie de vous présenter, et le dernier je pense que je vais un peu blablater, histoire de changer, dans cette vidéo qui fait genre 12 milliards d'années. J'ai envie de vous présenter Le Faucheur de sorcières d'abord de Carissa Wicks. Vous faites votre choix, qui est donc un tome 1 dans du coup la saga qui s'appelle Witchwalker, qui est un livre qui, très honnêtement, a plein de défauts, mais j'ai kiffé. Enfin voilà, j'ai kiffé, je sais pas quoi vous dire. Bon alors, franchement, le fait que le livre soit beau, ça a joué, parce qu'au début, quand j'ai commencé à lire le e-book, enfin l'extrait là que j'avais téléchargé pour savoir si j'allais l'acheter, j'avais trouvé ça hyper bien. Le premier chapitre m'avait trop hypé. Et après, il y a eu vraiment des soucis. Donc je vous raconte l'histoire et après je vous raconte un peu les hauts et bas de ce livre. Donc dans cette histoire, on va suivre cette jeune femme qui s'appelle Rena et qui a la particularité qu'elle est muette depuis la naissance. Donc j'ai trouvé que c'était un sujet qui était très chouette. J'ai bien aimé qu'elle ait cette particularité-là parce que c'est d'autant plus intéressant qu'elle vit dans un monde où il y a une forme de magie, donc tout le monde est plus ou moins, enfin en tout cas de ce qu'on a pu constater, énormément de personnes sont des sorciers en fait, des sorciers, des sorcières, et grâce à leur chant, ils font du coup des sortilèges. Ils vivent dans un monde où il y a des espèces j'allais dire de déités, enfin de dieux quoi, qui sont plus ou moins ennemis les uns envers les autres. Désolée, j'ai refait une pause haut parce que je meurs. Donc,
On est dans un monde voilà, qui est un peu divisé en différentes contrées, t'as un peu le nord, le sud, l'est et l'ouest, etc. Et chacun avait plus ou moins une déesse ou un dieu qui s'en occupait, d'après ce que j'ai compris, c'était... Ça va faire partie des sujets, c'était pas ultra clair. Et on est nous dans un des royaumes où finalement les sorcières, elles sont recrutées. Donc du coup le Witchwalker, là, le collecteur de sorcières, le faucheur de sorcières, va venir dans les différents villages récolter chaque année une sorcière dont il va sentir qu'elle a un pouvoir assez particulier pour faire partie finalement de la garde qui sert à créer une enceinte de protection pour leur contrée parce que leur contrée est menacée par d'autres contrées. Donc ça, c'est le plot de base. Sauf que Rena, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, c'est sa sœur qu'on a emmenée, enfin pas l'année dernière, ça fait déjà plusieurs années je crois, c'est sa sœur qu'on a emmenée, et en fait, elle l'a pas du tout bien vécu. Et donc cette année, elle s'est dit, bah en fait je t'explique mon petit faucheur de sorcière, quand tu vas arriver dans mon village, je vais te suivre et je vais te tuer. Donc, bon, Rena, clairement, c'était un petit profil un petit peu excessif, légèrement compulsif, légèrement suicidaire, mais très intéressante, soit disant passant. Et ce qui va se passer, c'est que ça va pas du tout être ça l'histoire. Enfin, c'est-à-dire que... En fait, on arrive, dès le départ, on nous explique comme ça qu'il va y avoir une espèce de enemies to lovers, parce que bon, c'est un peu ça quand même le thème, mais les premiers chapitres se passent des trucs de ouf, les gens. Enfin, vraiment, mais j'étais là, what? Enfin, vraiment, c'est hyper guerrier, nanana, enfin, ça part dans tous les sens et tout, et j'étais là, mais oh, c'est un truc de dingue. J'ai trop aimé, j'ai été vraiment hypée dès les premiers chapitres dans le roman, parce que je m'attendais pas à ça. Enfin, vraiment, ça m'a super surpris. Et ensuite, on va avoir une partie où finalement, les deux personnages vont se retrouver un peu à être dans une quête qui doivent les mener du coup au château du roi. Et c'est vrai que là, on va être dans une quête où j'ai vu quelqu'un, je crois que c'est Livromancienne, qui disait punaise, leur quête, j'ai cru qu'ils étaient 2 mois, et en fait, ça leur a pris même pas 2 semaines. Et c'est un peu vrai. C'est un peu vrai qu'on a l'impression qu'il se passe tellement de choses que ça leur prend des 1000 ans et des 1000 ans, mais en fait, non, pas tellement. Donc, pour vous expliquer, moi j'ai trouvé que c'était un très bon roman. J'ai trouvé que l'histoire était très intéressante, que c'était assez original, parce que c'est un système de magie qu'on n'a pas l'habitude de voir, où vraiment la magie est un peu chez tout le monde, quoi, et c'est juste un peu Rena qui a l'air d'être en mode bah moi j'ai pas de magie, ou à peine, et bah je galère un peu, quoi. Et puis en plus elle fait du coup de la magie par la langue des signes et tout, vu qu'elle ne peut pas parler, donc c'est tout un traitement, ça qui était hyper intéressant. J'ai bien aimé la romance, j'ai trouvé que le personnage principal était trop bien, enfin vraiment il était trop bien. Il était pas parfait, mais il était trop gentil, enfin vraiment le badass, mais gentil, quoi, qui est pas obligé d'être genre hyper ténébreux, à parler mal, machin, à être sarcastique et tout. Trop cute. Limite, elle est moins... est un peu plus chiante. Après, il y a des choses qui m'ont dérangée. C'est que, déjà, c'est le drop d'informations. C'est-à-dire que sur les premiers chapitres, à un moment donné, on va vous balancer genre 10 000 infos sur l'univers, mais de nulle part. Et ça m'a un peu saoulée parce que j'ai pas trouvé ça très bien fait. C'est genre, ah oui, mais on vous a pas dit, parce que là on est dans un univers et là 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 là. Et j'étais là, mais what? Et en fait, comme on n'est pas du tout encore bien dans l'histoire, bah tu retiens rien, quoi, tu comprends que dalle. Et donc j'étais là, genre, ok, très bien, bah je sais pas trop ce que je vais faire de cette information, mais merci quand même. Surtout que c'est quand même un univers qui est assez complexe, hein, vous l'aurez compris, avec l'histoire de Dieu, de trahison, de lui c'est pas vraiment un dieu, et machin, oh là 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 là. Mais ça en fait aussi la richesse de ce roman. Je trouve que bah, l'univers est très très chouette. Par contre, il faut un peu s'accrocher pour le comprendre au départ. Et ce que j'aurais à lui reprocher, et ça malheureusement c'est un peu malencontreux, et bah, c'est la plume et la traduction. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des problèmes des deux. Il y a vraiment des traductions malencontreuses. Enfin vraiment, il y avait des phrases, mais je me disais mais c'est tellement mot pour mot et c'est tellement pas bien traduit que limite la phrase ne veut rien dire, quoi. Enfin, malheureusement j'avais noté des trucs et je les ai pas retrouvés, mais j'avais vraiment noté des phrases où il y a eu des moments, j'ai dû relire la phrase en français 3-4 fois pour me dire mais qu'est-ce que t'as essayé de me dire. C'est-à-dire que je la traduisais en anglais dans ma tête pour me dire attends, qu'est-ce que l'autrice a essayé de dire et toi qu'est-ce que t'as essayé de me retranscrire. Ça m'a un peu gênée. Alors après, peut-être que vous le sentirez pas, mais moi ça m'a saoulée. Enfin vraiment il y a eu des moments, ça m'a sorti de l'histoire et ça m'a énervée parce que j'étais tellement hypée par l'univers et tout que ça me saoulait en fait de tomber sur des moments comme ça où
mais des trucs cons, quoi, genre... et l'arbuste prend vie de la terre. J'étais genre, quoi? Mais ça veut rien dire ça. Et vraiment, c'était vraiment des traductions littérales vraiment dommage. Donc, je ne sais pas qui a fait la traduction, je suis bien désolée pour elle. Lila Hirschland. Donc, bah écoute, ma petite cocotte, je pense qu'il y avait un besoin de travail de relecture en tout cas, parce qu'il y avait des trucs qui étaient vraiment pas ouf. Donc ça, c'était un peu dommage. J'ai trouvé que voilà, il y a eu... Et je pense qu'il y avait un problème de traduction, et je pense que parfois il y avait un problème de plume. Que j'ai moins ressenti sur la fin du roman. Donc je pense que le début est un petit peu laborieux, mais passer le début, et après franchement c'est une chouette histoire. Et certes, c'est un peu des rebondissements, des moments un peu lents, des rebondissements et tout. Enfin, comme je vous dis, je sais pas, ce livre il a plein de défauts, et en même temps, ils sont attachants, l'histoire est trop cool, on a trop envie de savoir où ça va nous mener. Moi je suis trop contente, je crois qu'il y a genre 4 ou 5 tomes, j'étais là, mais oui, j'achète! Et ça m'a donné trop envie, le livre est sublime comme jamais. J'ai pas été méga convaincue par les illustrations que je trouve pas d'une qualité extraordinaire, mais bon, moi je suis assez difficile sur ce genre de sujet. Je trouve qu'il y en avait qui étaient jolis, je trouve qu'il y en avait qui étaient genre ni fait ni à faire. Mais ça ramène un petit truc, donc pourquoi pas. C'est quand même chouette dans le roman, mais voilà, je me suis dit, bon, l'illustrateur, genre typiquement ce genre de choses, il s'est pas trop foulé quoi. Mais c'est très chouette. Donc écoutez, lisez-le. Enfin vraiment, je vous le conseille, j'ai kiffé, c'était cool, l'univers est sympa, lisez-le, et c'est tout quoi. Et faites-vous votre propre opinion. Je sais que Livre Romancienne, elle a pas trop adoré, mais elle a bien aimé, mais sans que ça soit ouf. Moi, c'est le genre de livre, vous voyez, où vous allez arriver à la fin, vous dites, oh là là, il y a plein de problèmes. Et en fait, j'étais direct dans les quelques heures qui suivent à vérifier quand est-ce que le 2 allait sortir. Donc c'est que quand même, le livre m'a laissé une impression forte. Sachez d'ailleurs que le 2 est déjà sorti en français chez Bookmark. Et ça c'est plutôt cool du coup, parce que comme aux États-Unis, je crois que tous les 5 sont parus, bah ça veut dire que potentiellement Bookmark va nous rythmer comme ça tous les 3, 4, 5, 6 mois un livre, et c'est plutôt cool du coup de se dire qu'on n'aura pas à attendre 5 ans pour les avoir tous. Donc c'est une bonne chose. Le dernier livre dont j'ai envie de vous parler, je ne sais pas trop comment aborder cette discussion. Il s'agit du coup de La puissance d'une reine de Chloé C. Peñaranda, paru aux éditions de Saxus. Donc comme vous le savez, le premier c'était L'ascension d'une héritière que j'avais adoré, c'était vraiment un coup de cœur pour moi. Je vous dirais que ce tome 2, je l'ai beaucoup aimé, je lui ai mis 5 étoiles parce que pour moi il a coché toutes les cases qui font pour moi un 5 étoiles de romantasy fantasy. C'est pas un coup de cœur, parce que pour moi elle a pris une direction, l'autrice, qui est beaucoup trop éloignée du tome 1. Pour que je dise que c'est autant un coup de cœur que le tome 1. Je vais continuer la série, parce que je suis hypée, parce que j'aime beaucoup les personnages, que j'aime bien l'univers qui a été créé, mais je suis un peu déçue qu'elle ait pris cette tournure-là, et je vous explique pourquoi. Donc dans L'ascension d'une héritière, on suivait du coup FaZe, qui est une jeune femme qui découvre qu'elle a un pouvoir qui est normalement que donné aux fées, qui est un pouvoir de noctis, donc elle peut s'introduire dans la tête des gens. Et donc elle va faire la rencontre d'un fae, qui lui est aussi noctiste, et qui va se dire mais pourquoi toi t'as ce pouvoir, etc. Donc ils vont voilà, collaborer pour l'aider un peu à comprendre d'où tout ça vient. Et elle va aussi avoir des personnages secondaires qui sont trop cool, parce que c'est un peu sa famille d'adoption, parce qu'elle est orpheline, qui est donc son meilleur ami avec qui elle vit, qui s'appelle Yakon, et une jeune femme, et je vais pas me souvenir de son nom malheureusement, je vais dire Mercedes, mais je crois qu'elle s'appelle pas comme ça. Je reviens. La pauvre elle s'appelle pas du tout Mercedes, elle s'appelle Marlowe, cherchez pas. Et donc de Marlowe, qui est pareil aussi un personnage secondaire qu'on va rencontrer au fur et à mesure des pages, qui est un personnage qui est très très chouette. Et donc, si vous voulez, dans la richesse, pour moi, qui faisait le coup de cœur du tome 1, c'était son côté qui était rafraîchissant et efficace. C'est-à-dire que c'était une fantaisie où on sentait que l'univers pouvait être très développé, qu'avec le tome 1, on faisait que gratter à la surface, et que certainement derrière, il allait se passer 12 milliards de trucs, mais que j'avais surtout bien aimé le caractère du personnage principal, que j'avais trouvé assez volontaire, assez insolente, assez téméraire. Et j'avais beaucoup aimé le fait qu'elle ait un entourage, qu'elle ait vraiment les personnages secondaires qui sont aussi un peu développés, et puis évidemment la romance avec le fae que j'avais trouvé assez chouette. Dans ce tome 2, notre petite héritière là, se retrouve en fait à la cour du roi à devoir mener une mission d'espionne. Et en fait c'est très drôle, parce que quand j'ai lu le tome 1, j'avais dit on a l'impression qu'on est dans Throne of Glass, qu'on gratte un univers qui derrière va être ultra riche.
Et en fait, je me suis fait un petit auto-spoil. Je suis allée regarder les commentaires des gens du tome 2 dans Bookreads. Alors pourquoi j'ai fait ça? Dans Goodreads, pardon. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Et il y a une nana qui disait c'est un mauvais Throne of Glass. Et du coup j'ai dit mais putain je vois pas pourquoi elle dit ça parce que le 1 en vrai pas du tout quoi. Enfin vraiment pour le coup hein, je vous dirais le 1, vous prenez le 1 de Throne of Glass, vous prenez le 1 de l'Ascension d'une héritière, aucun rapport. Hein. Enfin vraiment aucune similarité dans les tomes. Et j'ai lu le 2 et là j'ai fait ah ouais ok. Et en fait bah ouais. Bah en fait en vrai, alors je dirais pas que c'est un mauvais Throne of Glass parce que je trouve que les différences des deux livres font que ce sont quand même deux œuvres qui n'ont rien à voir par les personnages principaux. Donc même par le personnage principal. C'est-à-dire que FaZe, c'est pas Selena Thardosian, tu vois, c'est pas du tout le même personnage. Il y en a une qui est hyper irrévérencieuse, qui est hyper sassy, qui est toujours pleine de mordants, de répondants. FaZe est pas du tout comme ça. Limite, FaZe m'a un peu déçue sur les premiers chapitres de l'histoire que j'ai trouvé très sur l'auto-apitoiement. Oui, à cause de moi, mes amis sont en danger, donc il vaudrait mieux que je ne les vois plus, machin. J'ai trouvé que c'était chiant. Enfin, vraiment, le premier chapitre, j'étais ah mais meuf, tu me saoules. Genre, change de disque, passe à autre chose, et genre, fais-nous avancer dans l'histoire. Et en fait, au fur et à mesure, sont arrivés des personnages et des choses qui, bah ouais, en fait, qui fait que, bah en effet, au fur et à mesure des pages, je ne voyais que les similarités avec Throne of Glass. Et peut-être que dans un sens, c'est peut-être pour ça que j'ai apprécié ma lecture aussi, parce que j'aime tellement Throne of Glass de Sarah J. Maas, que j'ai bien aimé. Après, il y a quand même des gens qui étaient en mode « Ouais, c'est du plagiat, Sarah J. Maas devrait lui intenter un procès ». Genre, les gars, faut vous détendre. Enfin, en vrai, le nombre de bouquins qui s'inspirent d'un autre bouquin, de machin, enfin, qui même parfois sont écrits en même temps, les gens ne se connaissent pas et l'histoire est similaire, il y en a 12 milliards. Donc c'est pas parce qu'on vient taper sur une saga que vous aimez que vous devez partir en cacahuète. Enfin, vraiment, vous auriez vu les commentaires dans Goodreads, j'étais là. Mais les gens, la communauté Sarah J. Maas, il faut vous calmer. Enfin, vraiment, il faut vous calmer. Enfin, moi, j'adore Sarah J. Maas et ses bouquins. Enfin, j'adore pas la nana, parce que je la connais pas, puis je m'en fous de sa vie. J'adore ce qu'elle écrit, voilà. Mais je suis pas en mode, dès qu'il y a quelqu'un qui écrit un personnage qui ressemble de près ou loin à un autre, ou qui va utiliser des tropes un peu de façon pas très légère et qui ressemble beaucoup à un de ses livres, je vais pas être là genre, ouais, mais quelle horreur, je m'en fous, quoi. Genre, la question, c'est, est-ce que ce livre est un bon livre? Et bah, la réponse, c'est oui. Enfin, c'est-à-dire que moi... Bah, j'ai kiffé, j'ai eu envie de lire la suite, j'ai envie de savoir ce qui allait se passer, j'ai envie de voir comment la romance allait se développer, j'ai envie de voir comment les personnages allaient évoluer. C'est peut-être ça qui m'a manqué, j'ai trouvé qu'on s'est beaucoup concentré sur l'intrigue. Alors au début, pas tellement, au début très self-pity, ensuite beaucoup l'intrigue et peut-être pas assez du coup des développements des personnages secondaires qui m'avaient tant plu dans le 1. Donc voilà, c'est un peu bizarre, j'ai l'impression de mettre à côté deux livres qui font partie de pas vraiment la même série. Je vais quand même la continuer parce que vraiment j'ai passé un bon moment et vraiment j'ai très hâte de savoir où elle va nous emmener. J'espère qu'elle va retrouver sa fraîcheur du tome 1, qu'elle va s'éloigner quand même de Throne of Glass parce que là il y avait quand même des petites choses qui étaient quand même vraiment similaires quoi. Et là j'ai été obligée de dire ouais quand même la chouchou t'as quand même un peu abusé. Mais voilà, bon, si ça se trouve, Chloé Peñaranda, elle a jamais lu Throne of Glass, j'en sais rien. Et puis il y a plein de gens qui disent, mais de toute façon, Sarah J. Maas, elle a pompé tout son univers dans tel livre et tel livre. Donc moi, personnellement, toutes ces histoires-là, ça m'intéresse pas. Hein. Les dramas de Bookstagram, rien à battre les cacahuètes. Hein. Donc ça m'intéresse pas du tout. Mais c'est vrai que j'aurais pas dû lire ce commentaire parce qu'à chaque fois que du coup je lisais un truc qui était similaire, j'étais là, ah ouais, franchement, et tout. Donc limite, bon... Moi, je vous en parle au cas où ça pourrait vous mettre en colère ou quoi, ou vous seriez déçus plutôt du changement en fait de ton et de direction. Moi, je trouve quand même que c'était un bon roman, et je trouve que quand un roman fait 600 pages et que le soir on n'a qu'une envie, c'est quand même de retourner dans notre lit pour le lire, bah c'est qu'en fait le bouquin il a quand même fait son taf quoi. Donc voilà pour ce livre. Comme je vous dis, j'ai vraiment très hâte de lire la suite parce que le personnage masculin principal me hype de ouf. Je vais être très honnête avec vous, je pense que je suis dedans maintenant pour la romance. Enfin vraiment là, je veux la romance en fait. Et voilà, et donc on va voir où ça nous menait. Par contre, un truc qui m'avait un peu perturbée, c'est que du coup, là on a une série qui est en 5 tomes, je crois, en anglais.
ou 4 tomes et demi, un truc comme ça. Et pour autant, j'ai l'impression qu'à partir du 4e tome, du coup qui sort en janvier, chez De Saxus toujours, parce que les 3 premiers sont déjà sortis, j'ai l'impression qu'on va suivre d'autres personnages. Donc je vous dirai du coup à la fin du 3, est-ce que c'est une trilogie qui se termine plus ou moins et ensuite on va partir sur d'autres sujets? Je sais pas trop. Parce que dans l'Ascension d'une héritière, il y a quand même une vraie quête de fond avec encore une fois des dieux et c'est super intéressant, c'est trop bien construit, moi j'adore. Et donc, est-ce qu'on finit cette quête et ensuite on va commencer un autre chapitre avec d'autres personnages sur des sujets plus la guerre, machin? J'ai l'impression que ça va être un peu ça. Je vous dirai, mais en tout cas, écoutez, ça se lit tout seul. C'est vraiment, si vous cherchez une fantasy qui va vous faire du bien, qui va être assez légère et qui va vous permettre de passer un bon moment, bah moi je vous conseille cette série parce que c'est trop cool. Donc voilà, ce sont toutes mes lectures de novembre. Encore une fois, j'ai moi... mon blabla, ma petite tasse qui m'a sauvé la vie plusieurs fois, passer un bon moment à vous raconter tout ce que j'ai lu en vous donnant tous les petits détails, les petites blablateries comme je les aime. J'espère que ça ne vous ennuie pas. Moi je suis désolée mais je crois que je ne sais pas faire autrement. C'est que comme ça que je sais parler des livres. Donc, comme vous l'aurez compris, je suis trop contente parce que mon mois d'octobre avait vraiment pas été terrible en termes de lecture, mais mon mois de novembre était ouf. Enfin franchement j'ai lu 20 livres les gars, enfin 20 livres avec 2 DNF. Et ça m'a fait plaisir parce que ça m'a tellement redonné goût à la lecture. Par contre, voilà, en décembre, je suis en galère, quoi. Parce que du coup, comme j'ai lu les J. Christophe, bah vous verrez dans le vlog, je suis un peu genre, je papillonne, quoi. Je lis 10 pages de ça, 10 pages de ça. D'ailleurs, ça se trouve, le vlog va vraiment être nul à cause de ça, vous m'en excuserez. Mais vraiment, c'est un peu la galère. Donc, je vous dirai comment ça s'est passé, du coup, en janvier, quand je vous ferai mon bilan de décembre. Ce que je ferai, c'est qu'en janvier, je vais vous faire mon bilan de décembre du coup, et ensuite je vous ferai une autre vidéo qui vous fera mon bilan annuel, où là j'essaierai de vous parler de mes pires lectures, même si je pense que vous les connaissez déjà, et de mes meilleures lectures de l'année. Donc voilà, je vais essayer aussi de vous faire des formats plus courts, vous me direz si ça peut vous intéresser. J'ai décidé de vous faire des formats où je vais essayer de vous présenter 5 livres par 5 livres, plutôt des livres que j'ai lus auparavant, avant que je commence ma chaîne, et que j'ai beaucoup aimé, ou que j'ai pas aimé, ou des choses comme ça, un peu plus court format pour les gens qui n'ont pas forcément 1h30 de leur life à passer avec moi. Donc voilà, j'espère aussi que c'est un format qui vous plaira. Donc, voilà, j'ai plein d'idées là pour l'année à venir, je suis super excitée. Je suis trop contente d'avoir fait ces 6 mois de vidéos avec vous. Je suis contente de clôturer mon année parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de reprendre une chaîne YouTube. Et que, eh bien, chaque petit pouce en l'air, chaque petit commentaire laissé, vous pouvez pas savoir à quel point ça me touche, ça me fait plaisir. Et vraiment, ça m'encourage à continuer. Donc du coup, je vous remercie. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer un superbe mois de décembre. Essayez de garder la magie des fêtes dans votre cœur et de la diffuser à votre entourage parce que c'est quand même le plus important. Et d'ici là, eh ben, écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour le vlog. Bye bye!